et sanglant. Et on continue cette édition spéciale sur l'attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo. Regardez ces images, cette émotion dans tout le pays. 100 000 personnes se sont rassemblées dans toute la France. 35 000 places de la République à Paris. 15 000 personnes à Lyon également, vous le voyez, pour rendre hommage aux victimes, car cette tuerie a fait 12 morts et 11 blessés, donc 4 très graves qui sont toujours entre la vie et la mort. Des dessinateurs emblématiques du journal satirique ont été tués. Parmi eux, regardez, Cabu, Charb, Wolinski, T-News, l'économiste et chroniqueur Bernard Maris également, ainsi que 2 policiers. Les drapeaux sont actuellement en berne, à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale et au Sénat après cet attentat sanglant. Et sur les réseaux sociaux, là aussi, les hommages se multiplient. Regardez, je suis Charlie, un mot d'ordre qui a été repris par des milliers d'internautes sur Twitter. Ce hashtag, ce mot d'ordre, avait été utilisé plus de 456 000 fois à 19h. Une page Facebook aussi a été dédiée aux victimes. Une journée de deuil national aura lieu demain, jeudi, c'est le chef de l'État qui l'a annoncé. Retour sur cet événement sanglant, sur le déroulement de cette tragédie avec Pierre Grange. Les terroristes ont été filmés à la sortie des locaux de Charlie Hebdo. Ils tirent sur un policier le long du trottoir. Le gardien de la paix, blessé, se met les bras en l'air. Mais les hommes armés veulent l'achever. Et avant de quitter les lieux, ils se mettent à hurler. Les terroristes prennent la fuite avant l'arrivée des secours et des renforts de police. On a un collègue qui est presque entre la vie et la mort. Et on a aussi 2 autres collègues qui sont légèrement blessés. L'attentat visait le journal satirique Charlie Hebdo. Il savait que le mercredi matin se déroule la conférence de rédaction en présence de tous les journalistes emblématiques. Les terroristes entrent par une entrée dérobée du bâtiment, où ils croisent la factrice et un voisin, à qui ils demandent où se trouve Charlie Hebdo. À l'intérieur du bâtiment, ils tuent un agent de maintenance, se dirigent vers le 2e étage, et là un voisin témoigne. À ce moment-là, ils ont tiré une balle dans nos locaux, qui a traversé les locaux, qui a traversé la porte et qui est allé se ficher dans la fenêtre. On a entendu d'autres coups de feu, une fusillade nourrie, d'abord a priori dans les locaux et après dans la rue. Les terroristes finissent par entrer dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Ici, il y a un policier qui protège constamment le directeur du journal. Il est tué avant d'avoir le temps de riposter. Et les terroristes abattent les signatures historiques de Charlie Hebdo. Les dessinateurs et chroniqueurs Charb, Cabu, Wolinski, T-News et l'économiste Bernard Maris, oncle Bernard pour les lecteurs. En sortant, les terroristes crient Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Ils tirent sur le policier dans la rue et prennent la fuite. Dans les locaux, ils ont tué 8 journalistes, un invité de la rédaction et le policier chargé de la protection. Plusieurs témoins ont vu passer de loin ces 2 hommes en noir, l'un portant une kalachnikov en bandoulière et l'autre un fusil d'assaut. Au début, je croyais que c'était des forces spéciales qui tiraient sur des trafiquants de drogue ou un truc. Et c'est juste après qu'on s'est aperçu que c'était une fusillade qui a pris pour cible Charlie Hebdo qui était juste à côté. Les témoins qui ont vu de près les terroristes décrivent des hommes calmes et déterminés. Dans les locaux de Charlie Hebdo, une dessinatrice a réussi à se cacher sous un bureau et à échapper à la tuerie. Elle décrit des hommes qui parlent parfaitement le français et se revendiquent d'Al-Qaïda. Et cette dernière information qui vient de nous parvenir, d'après une source policière, la police recherche 2 frères d'une trentaine d'années et un homme plus jeune après cet attentat. Christophe Moulin, vous êtes le chef du service justice LCI. Quelles sont vos dernières informations? 3 hommes donc identifiés? Oui, effectivement, on peut quand même dire que si cette fiche de signalisation et de recherche est sortie, elle est peut-être sortie un peu vite parce que ces hommes sont certes recherchés, mais en tout cas, ils n'ont pas été, à l'heure où nous parlons, encore interpellés. Donc il s'agit de 2 frères qui sont nés dans le 10e arrondissement, nés en 80, l'autre en 82.
dont un est plutôt connu des services de police. Il faut repartir en arrière, il faut remonter dans les années 2005. On parlait déjà d'une filière à Paris, la filière du 19e arrondissement. L'un d'entre eux, le plus vieux donc, avait été interpellé de 2003-2005 avec une dizaine de personnes. Il avait été à l'époque suspecté d'envoyer en Irak des jeunes combattants, et quand il a été interpellé à l'époque par ce qui s'appelait la DCRI, il avait lui aussi eu une véritable volonté d'aller combattre en Irak. Et on se souvient d'ailleurs à l'audience de ce procès où il avait dit, faisant profil bas devant la présidente du tribunal, qu'il regrettait bien évidemment ce départ et que plus le départ arrivait, plus il avait peur et plus il ne voulait pas y aller. Les forces de sécurité et de renseignement l'avaient donc empêché de franchir le pas. Rédemption de pacotille, puisque si c'est lui, en tout cas, la fiche de signalisation et de recherche est assez claire. Le motif, c'est assassinat, et c'est bien ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Il a fait beaucoup de chemin depuis, peu de détention, une véritable reconversion, et pour quelqu'un qui ne voulait pas partir en Irak, il y a de grandes présomptions pour qu'il ait en tout cas réalisé en cette fin de matinée un véritable massacre. Donc il y aurait lui, son frère, une autre personne originaire du côté de Reims, jeune, très jeune, 18 ans, pratiquement, faisant partie de leur entourage. Donc pour le moment, l'information est sortie, mais les enquêteurs ne savent pas où il se trouve. Dernière trace, on en a beaucoup parlé, c'était du côté de Pantin. Difficile pour eux quand même d'essayer de trouver une planque. Alors comment les enquêteurs sont venus assez rapidement, je le disais tout à l'heure, il y avait l'une des premières pistes, c'était bien évidemment le côté police technique et scientifique. On cherche des empreintes, on cherche des éléments. Il y en avait dans l'un des deux véhicules. Il y en avait également sur les douilles percutées de Kalachnikov, retrouvées que ce soit à Charlie Hebdo ou que ce soit dans la rue. Et puis, il y a aussi quelques vieux dossiers, quelques vieilles filières où les enquêteurs ne lâchent jamais vraiment. Et puis, essayent toujours de garder un œil sur ceux qui ont fait, sur ceux qui font. Ça fait partie de ces cellules qui sont en permanence surveillées. En tout cas, les enquêteurs essayent de les surveiller. Et quand elles bougent, ces gens-là, en général, se parlent beaucoup, font souvent état de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils veulent faire. Et c'est une des pistes qui fait que les enquêteurs sont rapidement remontés sur ces hommes-là. Donc, ils sont suspectés, encore une fois, d'avoir perpétré cet attentat. Ils ne sont pas encore interpellés et pour le moment, il n'y a pas de lien direct, en tout cas, entre eux et l'attentat. Je dis de lien direct, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Il suffit maintenant pour les enquêteurs, c'est peut-être pas forcément évident parce qu'ils sont armés et dangereux. Là aussi, le dit la fiche aux fonctionnaires de police. Cette fiche a été distribuée à l'ensemble des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Il s'agit d'individus dangereux et on a vu malheureusement qu'ils savent se servir d'armes et surtout qu'ils n'hésitent pas à tirer, notamment sur les fonctionnaires de police. Bien, revenons encore sur les faits, sur le déroulement de cette tragédie. Après avoir perpétré ce que l'on peut appeler un vrai massacre, les deux hommes armés et cagoulés qui ont crié à la Akbar se sont enfuis. Ils ont rejoint un troisième homme, un complice qui les attendait dans un véhicule. Ils sont donc partis du siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Revenons sur cette fuite des terroristes avec Guillaume Debray. C'est à bord de cette Citroën C3 noire que les assaillants prennent la fuite. Ils viennent froidement d'exécuter un policier devant le 52 boulevard Richard Lenoir, à quelques dizaines de mètres seulement des locaux de Charlie Hebdo. S'engage alors une course-poursuite à travers Paris. Les hommes remontent le boulevard Richard Lenoir en direction du nord. À vive allure, ils débouchent sur la place du colonel Fabien. Les mises en cause, au nombre de 3, poursuivaient leur route vers le nord de Paris et percutaient violemment un véhicule Volkswagen Touran, place du colonel Fabien, dans le 19e arrondissement, blessant la conductrice. Les assaillants ne s'arrêtent pas et continuent leur route jusqu'à la rue de Meaux. Là, ils abandonnent leur voiture, qu'ils laissent au milieu de la chaussée et sortent armés. Le frère de cet habitant tombe nez à nez avec les assaillants. Par crainte de représailles, il n'a pas voulu témoigner à visage découvert. Il a vu tout simplement deux personnes débarquer en voiture qui ont lâché la voiture contre des bites qui étaient sur un trottoir et qui ont braqué un vieux qui était juste derrière, une Clio apparemment. Donc ils sont descendus avec ses calaches et ils ont demandé de prendre la voiture. Il a demandé s'il pouvait récupérer son chien, ils ont dit d'accord et ils sont partis avec la voiture. Ils étaient cagoulés ? Non, ils n'avaient plus de cagoule à ce moment-là. Ils lui ont paru calmes ? Oui,
très calmes, très sereins. Ils sont arrivés, ils ont demandé gentiment, même limite poliment, ce que disait le témoin, celui à qui on a volé la voiture. On lui a demandé poliment de sortir de la voiture. Et il a demandé à son tour poliment de reprendre son chien, ce qu'on lui a permis de faire. Et ils sont partis avec sa voiture, sans mettre de coups, sans tirer, sans rien faire. Rapidement, les policiers arrivent sur les lieux. La voiture a été analysée par les enquêteurs de la police judiciaire. Ce jeune a eu le temps de prendre des photos à l'intérieur de la voiture. On y voit notamment un chargeur d'armes automatique laissé par les assaillants. Donc j'ai vu en dessous le siège passager avant un chargeur de Kalachnikov qui était plein et un porte-étui, un étui de flingue tout simplement, et à l'arrière, sur la banquette arrière, des sacs de sport. Donc il y a eu des impacts de balles côté droit de la voiture, un sur chaque portière. Apparemment il y a un impact de balles qui est entrant et un qui est sortant lors des échanges de tirs qu'il y a eu avec la police. À bord de la Clio blanche qu'ils viennent de braquer, les assaillants prennent la fuite vers la porte de Pantin, puis vraisemblablement vers Villepinte. La police perd alors leurs traces. Dans la ville de Pantin, le raid a mené une opération. Ils ont fouillé un appartement que les assaillants auraient occupé pendant quelques temps, ce qui laisse penser que les policiers connaissent maintenant l'identité des tueurs. Les recherches se concentrent maintenant dans l'est de la France, où des barrages de police ont été érigés. Jean Bevalet, vous êtes consultant en risque sécuritaire, vous êtes sur notre plateau. Donc les 3 agresseurs auraient été identifiés, bien sûr on prend tout ça au conditionnel, ils seraient connus des forces de police. Pourtant on les retrouve quelques années après, qui perpétuent un attentat. C'est ce qui permet d'aller vite, mais en même temps c'est ce qui peut inquiéter pour l'avenir. On ne peut pas déjouer tous les attentats. On ne peut pas déjouer tous les attentats. Si aujourd'hui on devait mettre sous surveillance toutes les personnes qui ont commis un délit ces 30 dernières années, nous n'aurions pas assez de fonctionnaires de police. Effectivement, de par leur professionnalisme, on imagine que ce sont des gens qui ont déjà été fichés, qui ont eu un parcours, ce qui expliquerait, soyons prudents, qu'ils aient été identifiés par la police. Mais on est aussi dans une démarche où actuellement les services de police vérifient toutes les possibilités qu'ils ont à leur portée, leurs sources, leurs écoutes, etc. Donc ils vont rentrer forcément dans un certain nombre de vérifications, de contrôles, de lieux, d'identité. Et c'est ce qui fait qu'ils ont été à Gennevilliers, à Pantin, à Reims, etc. Alors on va se rendre désormais à la place de la République à Paris. Je vous rappelle, 100 000 personnes se sont rassemblées dans toute la France, 35 000 sur cette place de la République, des patrons de presse, des représentants de partis politiques, des anonymes. Julien Roux, vous êtes sur place. Quel est le sentiment de cette foule? Comment se déroule cet hommage spontané ? Eh bien, la place de la République est en train de se vider, mais on a compté jusqu'à 35 000 personnes ici ce soir, place de la République, pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Une foule immense et silencieuse, c'est ce qui nous a frappé ici. Les seuls cris qui ont été entendus, c'était Charlie et liberté. On y a vu beaucoup d'hommes et de femmes politiques, notamment Jean-Christophe Cambadélis, Pierre Laurent ou encore Cécile Duflot. Je vous propose d'écouter Anne Hidalgo, Franck Riester, ainsi que Jean-Luc Mélenchon au micro de Félix Suel et Hélène Bonnet. Les valeurs de la République française sont attaquées et puis les personnes qui ont été tuées, qui ont été exécutées, c'était les personnes les plus pacifiques qui soient. Des dessinateurs, des personnes magnifiques. On est tous sous le choc, je crois qu'il n'y a pas un Français qui n'est pas ce soir ému d'abord en pensant aux victimes, à leurs familles et à la nécessité d'être unis contre la barbarie, le terrorisme. Vous ne nous faites pas peur et nous continuerons à dire ce que nous voulons dans ce pays, à dessiner ce que nous voulons et jamais vous ne nous intimiderez. Jamais. Des politiques, mais également de nombreux anonymes se sont rendus ici ce soir, des hommes, des femmes, même des enfants également, des familles, des militants associatifs, tous très émus. Ils ont tenu à témoigner de leur soutien aux victimes de Charlie Hebdo. Chacun est venu avec des bougies, des pancartes ou encore des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Je suis Charlie ». Enfin, sachez qu'un nouveau rassemblement aura lieu samedi à Paris à 15h, une marche républicaine à l'appel de 4 partis de gauche, une marche à laquelle l'UMP a décidé de s'associer pour faire une union nationale. Merci Julien Roux en direct depuis la place de la République. Jean Bevalet, on ne serait pas en présence d'un loup solitaire, plutôt d'hommes organisés avec armes de guerre qui ont réussi à s'enfuir. Mais c'est quand même une nouvelle forme de terrorisme de proximité. Comment est-ce qu'on prépare la police à ce type d'attaque ?
La police y est préparée depuis longtemps. C'est le renseignement. La base, c'est la recherche de l'information, le renseignement. Donc que ce soit sur une organisation pluricellulaire ou sur les nouvelles formes de terrorisme qu'on connaît aujourd'hui, qui est un terrorisme plutôt monocellulaire, comme nous l'a montré Mera, le Canada, l'Australie, Londres, la base, c'est toujours la recherche de l'information. Donc ça ne change pas. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est justement, de par ces groupes qui sont presque autonomes, qui sont très réduits, eh bien, ça multiplie les difficultés pour les identifier et les suivre. Et un numéro vert a été mis en place. Le niveau de Vigipirate a été relevé en Ile-de-France à son niveau maximal. Est-ce que ce sont des moyens qui ont fait leurs preuves ? Alors oui, ce sont des moyens qui ont fait leurs preuves. Vigipirate, aujourd'hui, c'est 2 niveaux, contrairement à avant, vous en aviez 4 depuis 1978. Donc là, on est en vigilance attentat. C'est la moindre chose qu'on pouvait faire. Pour ce qui est du numéro vert que vous évoquiez, ça a donné des résultats les années précédentes. Et si vous remontez jusqu'aux années où Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, à l'époque, pour loger Action Directe, il avait fait distribuer des affiches, promis une prime et ouvert des numéros téléphoniques. Et c'est comme ça qu'Action Directe avait été localisée. Alors, Christophe Moulin, vous êtes le chef du service justice à LCI. Donc, les 3 agresseurs auraient été identifiés. Une preuve, en tout cas, que la police peut agir vite et peut rapidement les identifier, voire les retrouver ? Alors identifier, oui, quand il y a un certain nombre d'éléments, et visiblement ces 3 hommes avaient laissé des traces, les 2 qui ont tiré, celui qui servait de chauffeur, des traces notamment sur les douilles qui ont été percutées, notamment dans les locaux de Charlie Hebdo, mais également retrouvées sur la route, sur le trottoir. Il y avait également des empreintes à l'intérieur d'un des véhicules qui a servi, une empreinte d'ailleurs, sur un véhicule qui a servi à prendre leur fuite. Et puis les enquêteurs sont remontés assez rapidement sur un individu, un deuxième, et puis un troisième, l'entourage effectivement de cette personne. D'ailleurs, une personne a été interpellée, ce serait la compagne de l'un d'entre eux. Ils sont jeunes, très jeunes, nés en 80, en 82. Ils sont nés dans le 10e arrondissement de Paris. Il s'agit pour les 2 principaux de 2 frères, dont l'un est connu des services de police, malheureusement, comme on a l'habitude de le dire. Déjà pour des faits d'islamistes, il faisait partie en 2003 jusqu'à 2005, date de son arrestation, de ce qu'on a appelé la filière du 19e arrondissement de Paris. Il avait été jugé, condamné justement, cette filière acheminait déjà à l'époque des jeunes combattants, une dizaine de personnes autour de lui vers l'Irak. Lui-même avait été interpellé en 2005 alors qu'il s'apprêtait à partir en Irak. Anecdote d'ailleurs, quand il a comparu devant le tribunal, à la présidente du tribunal, il disait regretter bien évidemment ce choix, ne pas vouloir partir en Irak et se dire que plus les jours passaient vers ce départ, et bien plus il avait peur de partir. Voyez si cela se révèle vrai et qu'il soit lui, son frère et un de ses complices, l'auteur de ce carnage, de cette tuerie, comme quoi en quelques années on peut faire du chemin. Donc il s'agit d'une fiche de signalisation donnée à l'ensemble des fonctionnaires où il est clairement dit qu'ils sont recherchés pour les meurtres de Charlie Hebdo, et ceux sur les policiers, qu'ils sont activement recherchés, qu'ils sont dangereux, qu'ils sont armés, ça on le sait. Il y a des rumeurs d'interpellation, pour le moment elles ne sont pas confirmées, mis à part justement la compagne du plus vieux d'entre eux, celui qui est né en 1980. Donc si cela se révèle encore une fois exact et s'il s'agit bien de ces individus, c'est un beau coup de filet, malheureusement, et comme souvent, ce sont des gens qui sont connus, mais que l'on interpelle une fois l'attentat commis, une fois les exactions commises. On les connaît, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas surveiller tout le monde, on ne peut pas écouter tout le monde, on ne peut pas toujours savoir ce que l'on fait. Pour l'anecdote, si vous voulez par exemple 24 heures sur 24 surveiller un individu pendant 48 heures, il vous faudra 8 fonctionnaires de police. Il faudra relayer ces 8 fonctionnaires de police tous les 2 jours pour pas qu'ils soient identifiés et surtout pour qu'ils puissent se reposer. Donc c'est mission impossible et on le voit. A posteriori, on connaît les individus, mais on ne peut pas les empêcher, dans la mesure du possible, de taper sur une dizaine de cellules démantelées qui s'apprêtaient effectivement à commettre des attentats démantelés ces dernières semaines, ces derniers mois. Et bien, de temps en temps, il y en a une qui passe à l'acte. Aujourd'hui, c'était en fin de matinée. Ça a été un véritable cagenard, un véritable drame.
Merci Christophe. Un attentat qui bien sûr a suscité beaucoup de réactions dans la classe politique. Le chef de l'État en première ligne, François Hollande, s'est rendu très rapidement sur place, sur les lieux de la tuerie ce matin, avant de reprendre la parole de manière très solennelle depuis l'Élysée à 20h. Il a appelé une nouvelle fois à se rassembler. On l'écoute. Nous devons être nous-mêmes conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité de tous nos concitoyens face à cette épreuve. Rien ne peut nous diviser, rien ne doit nous opposer, rien ne doit nous séparer. Le rassemblement de tous, sous toutes ses formes, voilà ce qui doit être notre réponse. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons, car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France. Frédéric Delpech, vous êtes le chef du service politique de LCI. On l'a vu, François Hollande en première ligne toute la journée. Il réunira encore demain les présidents de l'Assemblée, du Sénat et les forces représentées au Parlement. Il observera également demain midi à la préfecture de police un moment de recueillement. C'est l'unité nationale au sein de la classe politique. Alors c'est d'abord la mobilisation au sommet de l'État. François Hollande qui a pris la mesure de l'ampleur de cet événement dès ce matin en se rendant immédiatement sur place. Je vous interromps, Frédéric, juste pour Bernard Cazeneuve en direct depuis Charlie Hebdo. De manière à ce que la sécurité des journalistes dans ce contexte soit assurée. Par ailleurs, sous l'autorité du parquet antiterroriste de Paris, l'enquête se poursuit. Elle mobilise là aussi un très grand nombre de fonctionnaires de la police, de la gendarmerie, de la direction de la police judiciaire et la direction générale de la sécurité intérieure. Nous mettons tout en œuvre pour que cette enquête aboutisse le plus rapidement possible et que les terroristes qui ont commis cet acte barbare et abject soient neutralisés, arrêtés et que la justice passe. Conformément à ce que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité, sous l'autorité de la justice, l'ensemble des informations relatives à cette enquête sera communiqué dès lors que nous serons en situation de disposer d'éléments précis et définitifs. J'appelle d'ailleurs, dans un contexte où il faut que ces enquêtes aboutissent vite, chacun a la responsabilité, car la diffusion d'informations aléatoires, approximatives, est de nature à compliquer le déroulement de cette enquête et à retarder son dénouement dont je souhaite qu'il advienne le plus rapidement possible pour la sécurité des Français. Je vous remercie. Bernard Cazeneuve, donc le ministre de l'Intérieur qui était en direct depuis les locaux de Charlie Hebdo. Donc Frédéric Delpech, vous le disiez, le chef de l'État en première ligne, mais également tout le gouvernement. On vient de le voir encore une fois. Bernard Cazeneuve sur le pont également. Oui, effectivement, un gouvernement, un exécutif ultra mobilisé. Bernard Cazeneuve était déjà allé sur place ce matin avec François Hollande. Il se rend à nouveau dans les locaux de Charlie Hebdo ce soir donc pour faire cette déclaration. Donc on le voit, le gouvernement est totalement mobilisé et François Hollande, lui, est en première ligne. François Hollande qui a bouleversé bien évidemment son agenda aujourd'hui, qui a organisé une réunion de crise à l'Élysée dès 14h, qui s'est rendu sur place, qui s'est rendu ensuite à l'Hôtel-Dieu pour rencontrer des témoins du massacre et passer une demi-heure avec eux, et puis qui a réuni les autorités religieuses après à l'Élysée avant de faire cette déclaration très solennelle pour en appeler au rassemblement des Français. Et ce n'est pas terminé puisque dès demain, le chef de l'État effectivement participera à une autre réunion et il se rendra à la préfecture de police de Paris pour observer une minute de silence et se recueillir. Donc on le voit, un gouvernement très mobilisé et la volonté pour le chef de l'État de montrer à la fois qu'il est sur le terrain, qu'il est mobilisé, qu'il a pris en compte l'ampleur de cet événement, mais aussi pour délivrer un message aux Français, à savoir il y a quelqu'un à la barre du navire. Et on avait vu un peu François Hollande dans le même registre au moment où il avait annoncé et décidé les interventions militaires au Mali et puis un peu plus tard en Irak et en Syrie. Et donc on le voit, François Hollande dans le rôle du chef de la guerre, du chef de l'État qui tient la barre. C'est aussi ce costume qu'il a voulu endosser aujourd'hui et effectivement il n'a pas tardé à le faire, il n'a pas hésité à bouleverser immédiatement son agenda et en quelque sorte à occuper la première place. On n'a quasiment pas vu aujourd'hui Manuel Valls.
Merci Frédéric. Manuel Valls a depuis ce matin relevé, on le disait, le niveau du plan Vigipirate qui passe en niveau alerte attentat en Ile-de-France. C'est le plus élevé, ce qui signifie des mesures exceptionnelles et drastiques, entre autres les sorties scolaires annulées. Tous les détails avec Olivier Santiki. Après l'attentat, les locaux des médias ont été les premiers à bénéficier d'une protection. Gilets pare-balles et armes automatiques à l'épaule, les policiers se sont installés de manière dissuasive devant les entrées, notamment de Libération et de BFM déjà visés par des attaques au cours de l'année écoulée. Devant les écoles et centres de loisirs, pas de force de l'ordre. Mais les académies de Paris, Créteil et Versailles ont suspendu toutes les activités et sorties hors des établissements. Certains affichent encore la signalétique vigilance, en vigueur jusqu'à la mi-journée. Mais dès le début d'après-midi, la cellule interministérielle de crise, sous l'autorité du Premier ministre, a décrété le passage au niveau alerte attentat du plan Vigipirate, pour l'Île-de-France uniquement. C'est la phase la plus élevée du dispositif antiterroriste français, activé une seule fois en mars 2012 en Midi-Pyrénées, lors des tueries perpétrées par Mohamed Merah. Grands rassemblements et stationnements près des écoles interdits, contrôle systématique dans les zones sensibles, multiplication des patrouilles sur les sites touristiques, les lieux de culte et dans les transports. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a envoyé des renforts, 150 hommes et femmes de Fréjus et surtout de Douai. Nous avons reçu l'ordre de nous déployer dans des délais assez brefs sur Paris pour renforcer un dispositif déjà important par une unité complémentaire qui va agir avec les forces de police et de gendarmerie aux ordres de la préfecture de police. Ces personnels vont s'ajouter aux 450 déjà déployés à Paris et pour lesquels toutes les périodes de repos ont été annulées. Le ministère de l'Intérieur a de son côté ajouté 500 CRS et gendarmes mobiles à ses effectifs, peut-être pour accroître la surveillance dans le quartier parisien des grands magasins, où la présence policière était ce soir extrêmement discrète. Jean Bévalet, donc on a vu comment allait fonctionner ce nouveau niveau d'alerte Vigipirate. J'imagine qu'on l'active très peu souvent. Est-ce que ça a déjà fait ses preuves? Alors oui, ça fait ses preuves. D'abord, ce plan Vigipirate, il existe depuis 1978. Il a simplement été modifié puisque avant vous aviez 4 niveaux par couleur jusqu'à écarlate et qu'aujourd'hui vous n'en avez plus que 2 avec donc celui qu'on connaît aujourd'hui, Vigipirate risque attentat. Bon. Alors oui, ça a fait ses preuves. Il ne faut pas oublier que le plan Vigipirate, il est destiné à quoi? Le plan Vigipirate, il est destiné à sécuriser des lieux, à, se prémunir de risques et puis à augmenter la capacité réactive de nos administrations. Il y a aussi un autre élément qui est important à retenir, c'est que le plan Vigipirate, il est destiné aussi à rassurer, puisque ce sont des forces de police ou des militaires en armes qui sont à la vue de tout le monde. Et c'est destiné, juste comme je le disais à l'instant, à rassurer les gens et à leur montrer que la police, la sécurité est présente. Merci Jean Bévalet, vous êtes consultant en risque sécuritaire. Cette tragédie, je vous le rappelle, cet attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo a fait 12 morts et parmi les victimes, des figures emblématiques du journal, des dessinateurs célèbres comme Charb, Cabu, Wolinski, Tignou. Leur portrait signé Benoît Cristal. Le point levé. Le dessinateur Charb, de son vrai nom Stéphane Charbonnier, revendiquait le droit de se moquer de toutes les religions, sans exception. Directeur de publication du journal, il vivait sous protection policière depuis les premières menaces de mort il y a 4 ans. À l'époque, il disait préférer mourir debout que vivre à genoux. Si on commence à dire oui j'ai peur, c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. À la création du journal il y a 22 ans, il rejoint les grandes figures du dessin satirique français. Wolinski et Cabu, eux aussi assassinés. Ils avaient participé à l'aventure d'Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, ainsi qu'au Canard